Dominique Tessier. Jean-Marie Demondion, présent. Elisa Cavelier. À qui? Serge Lambert. Agnès Delalandre. Denise Poulain. Marie-France Bougon. Patrice Duval. Evelyne Baril. Brigitte Soun. Christine Jor. Catherine Duhornet. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Reynald Maheu. Stéphanie Vengeon. Éric Flamand. Jonathan Fiquet. Jean-Baptiste Hôpital. Mathias Valéry. Montaigne Lepelletier. Jacques Louiset. Chantal Carr-Lambert. Isabelle Laure-Ligodan. Bénédicte Martin. Céline Cuisnier. Ismaël Boscos. Victor Fournier. Eddie Anouchka Tréberne. Didier Leclerc. Merci. Merci Jean-Marie. Nous allons donc procéder à l'adoption du procès-verbal de la séance du 26 juin 2023. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Monsieur Louiset. Pas de remarques sur le procès-verbal, sauf qu'on a longuement débattu sur l'utilisation de ce qui était du service public et qui est devenu du privé, et les utilisations qui sont faites sur ces choses-là. Là, on avait parlé de la gare. Je voudrais qu'on revienne sur la poste du Ramponneau, où le partenaire qu'on avait ne tient pas ses engagements par rapport au DAB, puisque le DAB est fermé depuis un certain temps, et que les gens du Ramponneau ne peuvent plus... Donc le DAB, c'est le distributeur automatique de billets, et que... Non, mais je précise, et que les gens ne peuvent plus y accéder, et je pense que c'est fort déplaisant de s'apercevoir qu'on a des partenaires qui ne sont pas fiables. D'autre part... Juste là, on est sur l'adoption du procès-verbal, on n'est pas sur des questions diverses. Oui, non, mais ça en fait partie. D'autant plus qu'au parc de la Rivière, la Poste vient de retirer la boîte aux lettres qui servait aux gens pour envoyer le courrier, et sans prévenir personne. Et c'est vraiment des procédés que j'appelle déloyaux et qu'on ne peut pas accepter quand on s'engage avec des partenaires. Et c'est pour ça qu'on est très réticent à ces engagements avec ces partenaires. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le procès-verbal? Je n'en vois pas, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous commençons avec la première délibération. C'est une décision modificative, comme traditionnellement à cette époque-là de l'année. Il s'agit de constater notamment les augmentations à la fois des fluides liés à l'inflation et surtout à la revalorisation de nos agents municipaux suite à la revalorisation du point d'indice. Donc je vous laisse prendre connaissance. Nous avons 406 000 € en plus à mettre sur les charges à caractère général et 430 000 € sur les charges de personnel. Concernant l'investissement, cette fois, nous sommes donc sur un ajustement également sur les opérations d'équipement qui arrivent un petit peu à son terme pour cette année en tout cas. Donc il convient de reporter des crédits pour l'année prochaine. Et donc, comme je vous l'avais pu vous l'indiquer, vous le voyez en recette, nous ne lèverons pas 1 million d'euros, 1 300 000 € d'emprunt, 400 000 € même très exactement d'emprunt à cette époque-là. Donc vous vous inquiétiez au moment du vote du budget primitif d'un montant d'emprunt important. Je vous avais indiqué que nous ne lèverons pas tout. Nous le traduisons aujourd'hui dans la décision modificative. Nous invitons à en délibérer. Je vous remercie. Oui, effectivement, lors du débat du budget en avril dernier, nous avions exposé nos divergences stratégiques et politiques sur la construction budgétaire. Nous avions des doutes certains sur l'excédent de fonctionnement que vous aviez prévu, notamment parce qu'on avait fini avec un déficit. Force est de constater que cette décision modificative, dans cette décision modificative, que nos dépenses de fonctionnement augmentent, notamment liées aux fluides, et on avait regretté à l'époque que l'investissement ne soit pas plus ambitieux en termes de transition énergétique, rénovation des bâtiments, etc. Donc ce que l'on craignait malheureusement se constate ici. Quant à l'investissement, ça n'est pas la première année que nous avons des reports.
Donc on regrette que tous les investissements ne soient pas réalisés, en particulier les travaux de voirie, parce qu'on sera d'accord ici pour constater que la voirie est un problème affectant depuis longtemps, certes, mais ça ne va pas vraiment s'améliorant. Reprise des travaux du centre-ville, me semble-t-il, nous avions déjà décalé cette opération l'année dernière à la même époque. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont de nouveau reportés à l'année prochaine? Et enfin, vous l'avez rappelé, on était inquiet du niveau d'endettement que vous aviez prévu. Vous nous aviez rassurés à l'époque en nous disant que vous n'alliez pas lever autant d'emprunts. Mais est-ce que ça ne signifie pas que vous saviez dans la présentation du budget que tous les investissements ne seraient pas réalisés? Et là, dans ce cas, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on, pour la prochaine construction budgétaire et pour la prochaine présentation du budget, on n'aurait pas quelque chose de plus sincère, en somme, quelque chose qui, sincère au sens du budget, pas au sens de votre sincérité personnelle, hein, mais quelque chose qui soit plus réaliste, finalement, qu'on ait un débat sur ce qui va vraiment se passer pour l'année à venir et pas simplement des projections dont on sait à l'avance qu'elles ne seront pas toutes réalisées. Alors, si vous vous rappelez un petit peu des débats, on pourrait reprendre ça dans les comptes rendus de nos débats, c'est exactement ce que je vous ai dit en début d'année. C'est-à-dire que lorsqu'on construit la préparation budgétaire, on part en début d'année avec un plan de charge au niveau de nos investissements, un plan de charge au niveau de nos travaux. Et on sait très bien que ces plans de charge ne tiennent pas, parce qu'en effet, les entreprises, déjà, il y a les délais de passation des marchés publics, et que nos entreprises ne sont pas toujours disponibles, telles qu'on pourrait le croire, sur l'année en cours. Par contre, à ce moment de la construction en début d'année, nous ne savons pas quels travaux seront du retard ou pas, ou quels travaux seront décalés dans le temps. Au fur et à mesure de l'année, ça s'affine. Pour ne pas justement déjà, dès le début de l'année, obérer déjà des chantiers, parce que si on choisit déjà un chantier en début d'année et que finalement c'est l'autre qui aurait pu avancer plus vite, quelque part, on se gâche aussi une possibilité. Donc on avance aussi au fur et à mesure de l'année. C'est aussi le principe d'une construction budgétaire. Il y a une construction budgétaire prévisionnelle en début d'année et qui s'ajuste au fur et à mesure de l'année avec nos décisions modificatives pour être plus juste de la réalité du moment. Donc ça, c'est le premier point. Vous l'avez signalé, en effet, l'endettement que nous avions prévu au budget primitif, il n'était pas en effet réalisable et il ne serait pas réalisé. Ça, je l'avais dit d'entrée de jeu, hein, il n'y avait pas de surprise là-dessus. Puisqu'en effet, à partir du moment où on va faire nos arbitrages d'investissement, nous annulerions nos recettes qui étaient liées à l'emprunt. Donc, c'est-à-dire qu'on lèverait moins d'emprunts que prévu. Donc là, on arrive sur quelque chose de tout à fait raisonnable. Donc l'endettement, du tout, n'est pas du tout aujourd'hui un sujet par rapport aux autres années. Il n'y a pas plus d'endettement. On reste sur un rythme de croisière habituel. D'autant plus qu'on est amené à la prudence, puisque les taux ont quand même largement remonté. Si il y a quelques années, le crédit était plutôt bon marché, hein, parce qu'on nous avions réussi à négocier une dette à moins de 1%. Et aujourd'hui, on négocie plutôt aux alentours de 4,5% l'emprunt. Donc vous imaginez bien qu'on lèvera l'emprunt avec parcimonie pour ne pas non plus impacter notre budget de fonctionnement, parce que la charge financière, comme vous avez pu le voir, elle a augmenté d'une année sur l'autre. Donc il n'est pas du tout question à un moment donné de lever trop d'emprunts pour ne pas se mettre en difficulté. Vous parliez de la transition énergétique, je vous rappelle aussi les chiffres. L'année dernière, nous étions à moins 800 000. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, on est à 400 000. C'est-à-dire que malgré la hausse qui est continue de l'énergie, nous avons aussi quand même à endiguer quand même cette crise énergétique, en tout cas à la ville de Fécamp, par notre plan de sobriété, et que nous allons encore accentuer cette année à l'entrée de l'hiver, puisqu'il n'est pas question en effet que ça parte en fumée. En tout cas, c'est de l'énergie, c'est quelque chose qui est difficilement palpable pour nos concitoyens, mais qui coûte quand même très cher à notre ville. Donc le plan de sobriété sera en effet poursuivi dès cette année. Donc nous avons un programme assez ambitieux sur nos bâtiments notamment, puisque nous avons eu la pose par exemple des robinets thermostatiques. Ça peut paraître un détail, mais ça permet aussi de chauffer individuellement chaque pièce de nos bâtiments. Comme vous voyez ici, les bâtiments historiques difficilement isolables, donc difficilement isolés même d'ailleurs, et donc d'avoir une chaudière, quand vous voulez avoir une température minimum de 19 degrés dans une pièce, ça veut dire que toutes les autres pièces sont des fois en surchauffe, et inversement. Donc vous voyez, juste cette chose-là a permis en effet de réaliser certaines économies. Et ce n'est pas fini. Nous sommes sur la flotte auto, par exemple. Nous regardons aussi comment on fait déplacer nos agents à l'intérieur de cette collectivité pour aussi consommer moins de carburant. Nous avons un système de géolocalisation et de GPS qui se mettent en place actuellement pour optimiser les kilomètres de nos agents. Donc le plan de sobriété énergétique, il est là. Donc
peut toujours après en débattre à nouveau, savoir si c'est ambitieux, pas assez. Mais en tout cas, il est réaliste et réalisable surtout, et il est réalisé. C'est ça qui est important de voir. On peut toujours en effet avoir des bonnes intentions, c'est important d'en avoir, mais surtout de voir ce qui est réalisable et ce qu'on peut réaliser dans l'année. Donc on ne promet pas, nous, monts et merveilles, on essaye d'avancer pas après pas, mais toujours dans cette direction, comme vous l'indiquiez. J'espère avoir répondu. Je me permets, non. Il y a quand même un petit sujet sur la rénovation du centre-ville. Il me semble bien que ça avait été déjà décalé l'année dernière. Mais je voudrais savoir pourquoi c'est de nouveau décalé. Il ne vous a pas échappé aussi que déjà la déconstruction de l'IFSI, notamment sur le centre-ville, c'est aussi l'espace Jules Ferry. Donc nous avons eu la déconstruction de l'IFSI, qui a été un gros événement sur ce terrain-là. Et ça va être aussi l'aménagement de tout cet espace Jules Ferry. En tout cas, c'est la consigne que l'on a donnée à nos services de pouvoir accentuer et finir surtout ce projet avant la fin du mandat pour que tout le centre-ville soit pacifié, notamment l'espace Jules Ferry, les voiries autour, parce que vous parliez de voirie, mais c'est la rue Eugène Marchand, hein, parlons clairement, qui aujourd'hui est vraiment un point cristallisant, parce qu'un grand point de passage, une voirie qui n'est pas en bon état à cet endroit-là, et qui fait croire que toutes les voiries de Fécamp sont en mauvais état. Alors, il y a un certain nombre de voiries qui sont à refaire, ça, on n'avons jamais nié. Par contre, si on regarde réellement nos cartes de voirie, on voit quand même que la majeure partie de notre voirie est en bon état. Et oui, ça peut paraître surprenant. Par contre, on ne voit que ce qui ne va pas, forcément. Promenons-nous dans les rues de Fécamp ensemble et je vous montrerai celles où, franchement, il y en a beaucoup. Et en tout cas, les Fécampois s'en plaignent. Si nous nous promenons par exemple rue Gustave Nicole, vous verrez qu'aujourd'hui nous avons un programme ambitieux sur cette rue-là, et ainsi que les rues du 14 juillet et rue Gustave Lambert, qui sont donc dans notre programme de rénovation voirie. Je rappelle juste un chiffre, hein, c'est 1 million d'euros du kilomètre la voirie. Hein. C'est important de le rappeler aussi. On fait aussi en fonction des capacités financières de la ville, mais aussi les capacités techniques. Si demain nous avions un programme plus important de voirie, on peut en faire un peu plus. Ça, très clairement, il faudra. Mais il faut savoir aussi que les travaux, c'est une gêne aussi pour les riverains. Si vous faites beaucoup de chantiers de voirie en la fois, vous bloquez la ville aussi. C'est important aussi de cadencer ça et de l'avoir à l'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur cette décision modificative? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. La deuxième délibération concerne la limitation de l'exonération concernant les constructions nouvelles à usage d'habitation. Alors, c'est un petit peu un dépoussiérage, on aurait dû le faire déjà dès 2021, puisque vous savez que la ville a récupéré, les villes en France ont récupéré la part du département sur la taxe foncière. Et donc, on aurait dû aussi proposer cette délibération concernant les exonérations. Alors, j'y viens pour les immeubles à usage d'habitation privé, hein, ça exclut le logement social, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, les villes ont possibilité d'exonérer de 40 à 90% les constructions nouvelles pendant 2 années. Donc, nous, on vous propose ce soir d'exonérer à hauteur de 40%, donc le minimum, les constructions nouvelles à usage d'habitation, ce qui représentera pour la ville de Fécamp une recette de 12 000 €. Nous invitons à en délibérer. Il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Troisième délibération concernant une remise gracieuse. Hein. Donc, c'est un petit peu la suite de la crise Covid. Donc, nous avons une société qui n'avait pas bénéficié des mesures d'exonération de voirie, hein, des droits de voirie que nous avions faites au moment de la crise Covid. Donc, par courrier du 18 juillet 2023, la société maçonnerie Carrelage Rénovation Fondimar, donc le siège est situé à Manikerville, a formulé une demande de remise gracieuse de 50% du montant de la redevance d'occupation de domaine public dû à l'installation d'un échafaudage pour réalisation de travaux 3 rue Arquès qui s'élevait à 1518,75. Donc en effet, l'installation de chantiers restait sur le domaine public communal sur une période largement supérieure à ce qui était prévu du fait des diverses difficultés rencontrées durant la crise sanitaire. Alors que la durée prévisionnelle d'occupation était de 17 jours, elle a été dans les faits de 75 jours. Donc ainsi, compte tenu des éléments, il appartient au conseil municipal, en raison de la compétence budgétaire, de se prononcer sur cette demande. Je vous propose de donner votre accord quant à la demande de remise gracieuse de la société Fondimar pour un montant de 759,38 €. Je vous invite à en délibérer.
suis un peu surprise de voir une remise comme ça, 3 ans et demi après la crise Covid. Qu'est-ce qui a justifié une demande à retardement comme ça? Et puis, est-ce que l'entreprise est en difficulté? Et puis, est-ce que vous savez s'il y en aura d'autres à l'avenir? Alors, l'entreprise ne m'a pas fait part de difficultés, moi je n'ai pas connaissance de ça en tout cas. C'est des demandes qu'il avait faites déjà depuis plusieurs mois et donc c'est suite à un entretien qu'il m'a demandé, donc je lui ai demandé de formaliser parce que c'était resté beaucoup à l'état oral. Donc là il faut formaliser, ça ne se fait pas en tapant de la main comme ça. Je vous invite à en délibérer, il n'y a pas d'autre prise de parole. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Délibération numéro 4, c'est la mutualisation des services de la ville et de la communauté d'agglomération. Donc, dans une optique d'optimisation des ressources, la ville de Fécamp a engagé un travail sur la mutualisation de certains de ses services à la communauté d'agglo. Au travers de cette démarche, fruit d'une concertation, a été traduite et actée la mise en place d'une mutualisation déjà existante ou pouvant être mise en œuvre de manière opérationnelle très rapidement au sein de certains services pour permettre la réalisation d'économies d'échelle et répondre aux besoins de fonctionnement des services confrontés à des problématiques identiques. Ces démarches sont donc concrétisées par l'association de certains services de mise à disposition de moyens humains ou matériels entre la ville de Fécamp et l'agglomération, permettant un renforcement des spécialisations et de compétences ou d'expertise sur des besoins partagés. Donc ces mutualisations sont organisées dans le cadre de conventions signées entre les deux collectivités et elles permettent le remboursement des frais entre l'entité porteuse du poste et celle bénéficiant de la mutualisation. En complément de ces conventions, une délibération annuelle vient également valoriser les moyens complémentaires mis à disposition de manière parfois ponctuelle ou spécifique. Donc la présente délibération vise à autoriser le remboursement des frais afférents à ces mutualisations complémentaires mises en œuvre au titre des années d'exercice 2022. Donc ces sommes sont constatées en fin d'exercice après adoption du compte administratif. Donc au titre de la mutualisation des moyens mis en œuvre par la ville notamment, sont notamment des locaux mis à disposition ainsi que des frais annexes, matériel informatique notamment, le pilotage de dossiers de développement local à l'échelle de la ville de Fécamp, la mise en place et le suivi technique des conseils communautaires, les prestations informatiques, les prestations du service de communication de la ville de Fécamp, notamment notre vidéaste, la gestion des groupements de commandes, le guichet d'accueil à tout mode, qui consiste à accueillir les usagers du dispositif à l'hôtel de ville. Donc je vous laisse prendre connaissance des montants. Donc là, il s'agit vraiment d'avoir une transparence budgétaire entre la ville et l'agglomération, et ce qui représente un montant total de 68 648 €. Je vous invite à en délibérer. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante concerne le tableau des emplois. Donc, délibération récurrente. Nous avons donc les promotions pour nos agents qui va entrer en vigueur. Donc, il s'agit de créer les postes correspondants pour qu'ils puissent être promus sur ces postes-là, ainsi que de 3 recrutements qui sont prévus. Donc, je vous laisse en prendre connaissance et je me tiens à vos dispositions. Sur le tableau des emplois, moi, il y a une ligne qui m'a quand même interpellée, c'est celle de l'assistant, attendez que je reprenne, l'assistant enseignement artistique. Voilà. C'est donc le poste qui va être créé pour les activités théâtre au sein du conservatoire, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, pourquoi avoir créé un poste d'assistant alors même qu'il n'y a pas de professeur d'enseignement dans ce domaine-là? Parce qu'il faut créer le poste avant de recruter. D'accord, mais pourquoi un poste d'assistant et pas de professeur? Finalement, ça aurait peut-être été plus logique de créer un poste de professeur. Parce que c'est le grade sur lequel on veut recruter. Mais pourquoi celui-là, justement? Parce que ça aurait été bien. Un assistant-professeur. Peut-être qu'on a déjà quelqu'un qui a ce profil d'assistant. Il y a un professeur déjà sur le... Peut-être. Là, non, on ne peut pas vous dire. Le recrutement, il n'est pas effectif, donc je ne peux pas m'avancer à ce stade. Là, on ouvre le poste. C'est sur ce grade-là que la collectivité va recruter, en tout cas, la personne. Parce que c'est quand même surprenant. Au bout de la ligne, c'est écrit professeur. Attendez que je reprenne la ligne, mais c'est bien écrit professeur d'enseignement. Voilà. Donc, vous recrutez un assistant alors que vous voulez un professeur. La plupart des professeurs sont aussi assistants d'enseignement artistique. C'est le grade de la fonction publique territoriale. Après, la fonction, c'est professeur, mais c'est la distinction entre le grade et la fonction.
Oui, mais dans ce cas-là, ça explique peut-être aussi quand même, sur le conservatoire, il y a quand même eu un turnover de professeurs et de directeurs, et peut-être que c'est le manque d'attractivité aussi qui fait qu'il y a un tel turnover. Enfin, voilà, moi là-dessus, je suis plutôt assez à l'aise parce qu'on a quand même beaucoup déprécarisé les emplois des enseignants artistiques, très clairement. Déjà par une vague de titularisation, parce nous avions quand même un certain nombre de professeurs qui n'étaient pas titulaires, donc nous avons sécurisé leur carrière et leur profil, d'une part. D'autre part aussi, c'est d'annualiser aussi leur salaire. Parce qu'il faut savoir quand même que nos enseignants n'étaient pas payés pendant les vacances, notamment au conservatoire. Donc le fait d'annualiser les salaires fait qu'ils avaient un salaire pendant les vacances. Donc vous voyez, on est quand même sur deux déprécarisations coup sur coup qui ont été faites pour essayer justement de rendre plus attractifs ces postes-là, sachant que souvent les professeurs ne sont pas à temps complet sur la ville. Ils sont souvent en emploi partagé. La ville reste l'employeur principal pour la plupart, mais bien entendu, ils ont des heures complémentaires dans d'autres établissements, dans d'autres collectivités ou associations. Oui, mais enfin, pour moi, un professeur reste un professeur et un assistant professeur. Enfin, voilà. Très bien. Je suis assez logique. Enfin, pour moi, c'est assez logique, quoi. Donc, je suis un peu surprise d'avoir ce grade-là. Je vais quand même creuser un peu l'affaire, je reviendrai vers vous. Ouais. Mais pour moi, effectivement, il ne faut pas confondre le motif. On cherche un professeur, mais l'emploi ou le grade dans lequel on le cherche, c'est bien assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe. C'est l'intitulé du grade. D'accord, mais c'est plus bas sur la grille. Voilà, donc ça peut poser problème quand même pour le recrutement. Parce que c'est un salaire plus bas, un statut moins reconnu, et voilà. Enfin, on peut s'interroger quand même sur ce recrutement-là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante, c'est la mise à disposition, c'est le renouvellement de la mise à disposition d'un agent de l'agglo au profit de la ville de Fécamp. Donc, il s'agit notamment de notre agent responsable du bureau municipal de l'emploi. Donc, nous proposons la reconduction de cette mise à disposition à hauteur de 50%. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération suivante, c'est... je vais vous demander quelque chose, savoir si vous voulez changer un peu mes délégations, puisqu'il s'agit des délégations du conseil municipal au maire, notamment pour pouvoir lever la ligne de trésorerie. Donc, pour assurer le bon fonctionnement de l'administration municipale, le conseil municipal a décidé de déléguer au maire tout ou partie des attributions définies à l'article susvisé, c'est-à-dire l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, afin de prendre en compte l'évolution du contexte économique et financier, notamment l'inflation. Donc, compte tenu de l'inflation, il convient de modifier certaines des délégations accordées en vue d'augmenter le plafond de la valeur maximale d'exercice du droit de préemption urbain, fixé à 500 000 € depuis 2014, d'augmenter le plafond de l'autorisation de réalisation des lignes de trésorerie, fixé à 1 500 000 € depuis 2014, d'augmenter également le plafond de la valeur maximale d'exercice du droit de priorité, fixé à 500 000 € depuis 2014. Donc, compte tenu de ce qui précède, je vous propose de bien vouloir déléguer au maire, dans les limites déterminées par la durée de son mandat, les attributions suivantes. Donc, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tout acte de délimitation des propriétés communales. En 2, de procéder dans la limite de 5 millions € par an à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et du A de l'article L 2221-5.1 sous réserve des dispositions du C du même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. J'espère ne pas vous avoir perdu en route. En 3, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour la durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes, créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, accepter les dons et legs qui ne sont pas grévés ni de conditions ni de charges, décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €,
Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, donc les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. D'exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain défini aux articles L 211-2 et L 211-2-3 du Code de l'urbanisme délégué à la commune. L'exercice de ce droit au nom de la commune est limité au projet de cession dans la limite de 800 000 € sur l'ensemble du périmètre sur lequel ce droit est institué. Transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, assister de l'avocat de son choix, quelle que soit la juridiction compétente, en première instance, en appel, en cassation et en référé dans l'intégralité des affaires en matière donc 1. De responsabilité de la puissance publique, 2. D'atteinte à la personnalité juridique et morale de la commune, en 3. Responsabilité civile, en 4. La responsabilité contractuelle, en 5. La responsabilité pénale, en 6. L'urbanisme, en 7. Le domaine public et en 8. Le domaine privé. Je continue. Dommages de travaux publics également, la voirie, les marchés publics, la délégation de services publics, le personnel territorial, vol, dommages aux biens mobiliers et immobiliers communaux, installations classées pour la protection de l'environnement, police municipale, dommages causés par les véhicules municipaux, contentieux fiscal, enseignement, mise en œuvre du service public communal. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux pour un montant maximum de 60 000 €. Donner en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code, dans sa réaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie de réseau. De réaliser les lignes de trésorerie pour un montant de 2 millions d'euros maximum, exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du Code de l'urbanisme. L'exercice de ce droit au nom de la commune est limité au projet de cession dans la limite de 800 000 € sur l'ensemble du périmètre sur lequel ce droit est institué. De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. Autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Demander aux organismes financeurs, personnes morales de droit public, l'attribution de subventions de fonctionnement et d'investissement pour le financement de tout type de projet sans plafond. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme pour les projets portant sur les biens communaux soumis à l'obtention d'un permis de construire, d'une déclaration préalable ou d'un permis de démolir lorsque les crédits correspondants sont inscrits au budget. On arrive à la fin, je vous rassure. Saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux, prévue à l'article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, de tout projet de délégation de services publics avant que le conseil municipal ne se prononce. 26. Exercer le droit de préemption défini à l'article L 214-1 du Code de l'urbanisme sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant appel de projets d'aménagement commercial. L'exercice de ce droit au nom de la commune est limité au projet d'aliénation dans la limite de 500 000 € sur l'ensemble du périmètre sur lequel ce droit est institué. Décider qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, les décisions relatives aux matières objets de la présente délégation seront prises conformément aux dispositions de l'article L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales régissant la suppléance du maire. Je vous invite à en délibérer et merci pour votre attention. Oui, bon, c'est un dépoussiérage également. Hein. Donc, ce qui était important surtout, c'est les 3 points, notamment c'est le plafond de la valeur maximum d'exercice du droit de préemption qui est relevé, le plafond de l'autorisation sur les lignes de trésorerie et bien sûr d'augmenter le plafond de la valeur maximum d'exercice du droit de priorité. Donc, c'était vraiment les 3 points importants. Et le reste, c'est un dépoussiérage. Donc, notre service juridique a pu balayer un petit peu toutes les délégations du maire en instance et donc de pouvoir les mettre à jour. Je vous invite à en délibérer. Il y a des prises de parole.
Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci pour votre confiance. Reynald, c'est à toi. Oui, merci David. Donc une délibération afin d'engager une procédure d'enquête publique. Comme vous le savez, la communauté d'agglomération mène un projet de création d'aires de grand passage au niveau du boulevard Nelson Mandela. Comme vous pouvez le constater sur le plan du cadastre qui vous a été joint, sur les parcelles appartenant à l'agglomération, il y a un chemin rural non utilisé qui coupe ce chemin, qui est en partie bleu sur le cadastre. Et de ce fait, afin de créer cette aire de grand passage, donc il faut que la ville de Fécamp vende ce chemin à l'agglomération afin de créer cette aire de grand passage. Donc cette enquête portera sur la portion du chemin rural matérialisé en bleu, comme je l'indiquais, chemin rural non actif, et donc il vous est proposé d'engager la procédure d'enquête publique, et je vous invite à en délibérer. Merci Reynald. Est-ce qu'il y a des questions ou des prises de parole? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Reynald, pour la délibération suivante. Donc la délibération suivante, il s'agit de la vente de l'ancienne gare Saint-Ouen. Donc la ville de Fécamp est propriétaire depuis plusieurs années de l'ancienne gare Saint-Ouen. Dans le cadre, on attendait un projet intéressant pour le territoire. Donc pour mémoire, cette ancienne gare Saint-Ouen est située en bordure de la voie verte. Donc vous avez dans le plan joint les deux parcelles cadastrées. Donc l'entreprise d'hôtelier a souhaité, dans le cadre de son activité de domaine de loisirs, de faire l'acquisition de ces parcelles. Donc l'hôtelier souhaite développer une activité de réalisation conviviale, type guinguette, avec un espace aménagé en partie au vert sur une terrasse. Également une activité de location de vélos, trottinettes, de moyens de circulation douce, écologique, en relation directe avec la voie verte et donc le centre-ville de Fécamp. Donc, compte tenu des travaux, donc l'hôtelier nous a proposé l'acquisition pour un prix de 50 000 € net vendeur. Donc, ce prix est conforme à l'estimation des domaines qui est bien entendu jointe à cette délibération. Donc, il vous est proposé de prononcer le déclassement des parcelles, si joint dans le cadastre. Également, autoriser la cession des parcelles à l'entreprise de l'hôtelier pour un prix de 50 000 € net vendeur. Pour mémoire, il y a des clauses résolutoires dans cette délibération, c'est-à-dire que si le projet ne se faisait pas auprès de l'hôtelier, la ville resterait propriétaire de la gare Saint-Ouen. Donc, vous êtes invité à en délibérer. Merci Reynald. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Martin? Merci. Alors, on a plusieurs interrogations sur cette délibération. La première porte sur l'adéquation entre le porteur de projet, donc le groupe L'Hôtelier, et la nature du projet, telle qu'elle est décrite dans la délibération. Donc activité de restauration de type guinguette, activité de location de vélos, trottinettes, etc. Alors le groupe L'Hôtelier n'est pas inconnu, mais c'est une entreprise emblématique du secteur du BTP. En regardant sur leur site, c'est même ainsi qu'ils se présentent, opérateur global en construction. Donc, vous avez reprécisé relu plutôt la délibération et reprécisé que le groupe L'Hôtelier développait son activité de loisirs, et nous n'avons pas trouvé trace d'une telle activité. Donc, voilà, mais on veut bien en avoir connaissance, mais on ne l'a pas trouvé. Donc on n'est pas très rassuré et on n'est pas convaincu de la diversification de l'activité pour ce groupe. La seconde interrogation, elle porte sur la nature aussi de l'activité, et pour nous elle est très proche de ce que propose Coffee Bike, et donc on ne voit pas bien l'intérêt de concurrencer une structure du territoire, a fortiori en cédant du foncier à un prix qui est quand même relativement modéré, compétitif, on va dire compétitif. Alors la délibération, elle précise bien effectivement qu'il y a une condition suspensive, mais là j'avais besoin de votre éclairage, parce que quand je lis la délibération, je comprends que pour que la vente se réalise, il faut deux conditions. La première, c'est que le groupe L'Hôtelier ait démarré les travaux dans un délai de 2 ans. Et
ce délai nous semble assez lâche, en fait, enfin, je veux dire, pas très contraint. 2 ans, ça nous paraît assez long. La seconde condition, c'est que les travaux réalisés soient bien conformes au permis de construire déposé par le groupe pour mener à bien le projet. Mais, donc, on ne comprend pas que la vente serait soumise à la nature de l'activité. Voilà, donc si vous pouvez nous rassurer là-dessus, c'est-à-dire si l'hôtelier fait bien une activité de restauration guinguette et de vélo, voilà, et donc à cette condition, et uniquement à cette condition, on peut céder le bien, ou bien simplement, finalement, l'hôtelier achète le bien, réalise des travaux dans un délai qui est inférieur à 2 ans, et finalement, on décide de faire toute autre chose sur cette parcelle, eh bien, on ne pourrait pas casser la vente. Pourquoi je dis ça? Vous n'êtes pas sans savoir que le groupe L'Hôtelier, dans sa dernière opération immobilière, s'est retrouvé dans un conflit qui est en plus un conflit judiciarisé avec les riverains sur le site de l'Épinay, et qu'on n'est pas très rassuré par la nature du projet, parce qu'elle ne correspond pas à ce que sait faire ce groupe, et parce que la délibération ne nous précise pas que c'est suspendu à la nature de l'activité. Voilà, donc si on peut border cette délibération et ne pas reproduire voilà, les mêmes erreurs, mais sinon on votera contre. Alors sur le groupe hôtelier, en fin de compte, on dit le groupe L'Hôtelier, mais pour l'effet Campo aussi, c'est la Serre-Mercier, hein, puisque c'est une entreprise locale hein, qui a été vendue au groupe L'Hôtelier, donc ça reste encore des Fécampois qui sont en tête sur cette filiale. Et concernant leur activité, alors c'est peut-être pas mis assez en avant puisque c'est un groupe de BTP, mais il y a également une filière touristique, filière loisirs, si on peut dire, puisqu'ils se diversifient. Le groupe de L'Hôtelier, entre autres, a participé au transfert du camping de Quiberville-sur-Mer, puisque le camping de Quiberville était en bord de rivage, et puis avec les problèmes d'érosion, il a fait le déplacer, donc il a reconstruit. Également, le groupe L'Hôtelier a créé des tiers-lieux, des espaces de coworking, également des aires de jeu. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une grosse activité de loisirs comme on pourrait dire, mais c'est une partie de leur activité. Et aujourd'hui, pour vous rassurer, avec la voie verte, on a eu déjà plusieurs fois des demandes d'activités le long de la voie verte afin de répondre aussi à des demandes. On nous demandait de la restauration, des choses comme ça qu'on n'avait pas. Donc aujourd'hui, on a eu une réponse à cela. Et le groupe L'Hôtelier va complètement réhabiliter cette gare qui est vraiment en très mauvais état. Pour répondre aussi à 2 autres points, le premier point, le point juridique, en effet, vous voyez que cette délibération borde aussi la nature du projet. On ne cède pas un espace, une emprise en tout cas, sans avoir de garantie de sa destination. Et vous parliez tout à l'heure du prix. Je ne doute pas que vous aviez été voir à l'occasion d'une balade sur le bord de la voie verte, hein, comme tout à chacun, que l'état de ce bâtiment... je ne sais même pas comment le qualifier, cet état, tellement le bâtiment, il n'y a plus rien à y faire, hormis peut-être tout refaire à l'intérieur. Donc finalement, on parlait d'un prix très très modeste. Je ne sais pas combien il y aura d'argent à mettre pour la remise en état, mais la somme sera sans doute très importante, et bien plus que si nous l'avions refait et revendu au prix du marché. Donc là le prix il a été validé par les domaines, donc là-dessus c'est bordé également. Alors moi, je voudrais intervenir plus sur la forme par rapport... J'ai oublié de répondre, là, vous parliez aussi, vous avez fait une petite aparté sur la judiciarisation d'un projet à l'Épinay. Moi, à ma connaissance, je n'ai pas de judiciarisation, en tout cas de projet, mais juste une délibération du conseil communautaire qui est attaquée au tribunal administratif. Donc voilà, soyons modestes. Donc moi, je voudrais intervenir aussi, c'est plus par rapport à la procédure. On va prononcer le déclassement. Donc là, j'ai un texte qui me dit qu'il faut que que la légalité du déclassement soit déjà étudiée pour qu'on puisse faire la vente.
Donc, seuls les biens déclassés du domaine public peuvent être vendus. Ils entrent alors dans les biens privés de la commune et peuvent donc être vendus sans publicité préalable après accord du conseil municipal. Dans le cas présent, il est nécessaire de savoir quand a eu lieu ce déclassement, débattu lui aussi en conseil. Le déclassement et la vente du bien ne peuvent être délibérés au sein du même conseil, car la décision de déclassement doit avoir été transmise pour contrôle de légalité avant la délibération pour vendre. Il serait donc intéressant de savoir depuis quand la ville est-elle propriétaire et à quel prix a-t-elle acheté ce bien. Quand a eu lieu la délibération pour déclasser le bien. Enfin, la délibération pour valider la vente porte sur les conditions de cette vente. Il faut un avis des domaines, mais il est probable qu'il y en a un. Le Conseil doit discuter sur les conditions et les modalités de vente, vente à un acquéreur ciblé ou mise en enchère publique pour espérer un montant plus élevé. Donc, je demande donc à ce que la vente soit reportée. On peut délibérer sur le... Donc, voilà notre position. On peut délibérer sur le passage au privé, mais je demande donc à ce qu'un des prochains conseils municipaux... voilà. Je suis désolé, je ne comprends pas trop la question, parce que moi j'ai juste relu la délibération. Ce qui est évoqué, c'est exactement ce que vous avez dit, monsieur Musée. Aujourd'hui, on décide de passer du public au privé déclassement. cette parcelle. Donc, bah oui. Bien. Et on ne peut pas faire dans la même délibération la vente, puisqu'on n'a pas le... Bon, bah écoutez, nous, on fait vérifier par nos services également la régularité, en tout cas des délibérations. Ils me confirment que oui. Donc, si vraiment il y avait un problème de régularité sur la délibération, je vous laisserai prendre les mesures nécessaires. Hein. Nous, on va proposer cela. Voilà. Donc, les questions qui sont posées par les mêmes groupes dont parlait Bénédicte tout à l'heure, et c'est leur conseil qui nous a conseillé. Voilà. Bon, bah écoutez. Très bien. Oui. Moi, j'ai simplement, ça me disait quelque chose, ce dont vous avez parlé, les tiers-lieux, etc. Il y a effectivement sur leur site, vous pouvez aller regarder dès maintenant, mais ils rangent ça dans la catégorie promotion immobilière et pas activité de loisirs. Donc là encore, les éléments de réponse que vous nous apportez ne sont pas de nature à nous rassurer sur l'intention du groupe et sur sa capacité véritable à installer lui-même une activité de loisir sur cette parcelle. Alors moi, je n'ai pas jugé la communication du groupe. Hein. Il y a peut-être... voilà. Après, pour vous rassurer, comment dirais-je, c'est quand même un fait qu'emploi qui suit ça de très près. Donc, les gens sont attachés à la ville. Aujourd'hui, un projet tel quel, on n'en a pas eu encore. Donc là, on n'a qu'une structure d'entreprise qui va investir. Donc on est sur un beau projet parce qu'une fois que, comme l'a dit souligné David, on est sur un bâtiment en très mauvais état depuis longtemps. Et aujourd'hui, on va valoriser ce patrimoine. On va redonner de l'activité aussi économique à la voie verte. On répond aussi aux demandes qu'on a eues sur la voie verte en nous disant qu'il nous manque une structure de restauration, il nous manque des choses. Voilà. Alors, je peux comprendre votre réticence, hein, c'est tout à fait logique, mais nous, on croit en ce projet. Juste compléter aussi, nous sommes aussi à un endroit stratégique, c'est l'entrée de ville. Donc tous ceux qui viennent de Colleville, les touristes ou les promeneurs qui viennent par la voie verte arrivent quand même sur un endroit qui est aujourd'hui quand même pas très très accueillant. Donc d'avoir un endroit un petit peu plus vivant, c'est aussi le développement d'une activité économique avec la création d'emplois derrière, il ne faut pas le négliger non plus. Donc tout cela montre quand même un projet qui est plutôt intéressant pour la ville de Fécamp. Amélie Godin. Oui, alors moi ce qui m'embête un petit peu, mais c'est un peu comme dans tout projet lié à la ville, quand on parle d'habitat, quand on parle de rénover des espaces et quand et comme le dit Reynald, c'est vrai que évidemment que c'est bien d'avoir un investissement extérieur qui vient rénover un endroit qu'on n'est pas capable de rénover nous-mêmes. Après, effectivement, notre incapacité fait qu'effectivement, ils en profitent en termes de coûts aussi, et c'est le jeu. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que quand on parle de guinguettes, quand on parle de location de vélos, quand on parle de choses dont les gens ont besoin, pourquoi est-ce que jamais
on interroge déjà ce qui existe et les acteurs du territoire qui sont déjà sur ce genre de propositions, qui sont effectivement plutôt des acteurs associatifs et des gens qui eux aussi ont besoin de travailler, eux aussi ont besoin potentiellement d'avoir des salaires et des activités professionnelles et qui mettent en place des tas de choses de façon bénévole pour les gens de la ville, des choses qui n'existent pas et que la ville n'est pas non plus en capacité de fournir. Donc moi, je trouve que quand on a cette opportunité-là, d'avoir un investissement extérieur qui veut faire des choses comme ça, notre priorité devrait être de mettre en lien des gens qui déjà travaillent sur ces sujets-là et le font bien, plutôt que de relaisser en fait tout un pouvoir économique à des gens qui viennent de l'extérieur et qui vont imposer leur fonctionnement. D'autant plus qu'au vu du groupe, moi aussi j'ai regardé le site à peu près dans tous les sens. Je ne les soupçonne pas d'être particulièrement collaboratifs, participatifs, de vouloir s'implanter sur un territoire en prenant en compte les acteurs qui y sont déjà. Donc oui, pourquoi pas mettre Coffee Pie dans la boucle, pourquoi pas mettre la guinguette mobile dans la boucle, pourquoi encore faire venir quelqu'un qui va gérer tout ça Voilà, moi c'est ça qui m'embête, mais ça m'embête à peu près pour tout, hein. C'est pas sur ce sujet-là particulièrement. Alors, juste répondre sur plusieurs choses. On ne fait pas venir des gens de l'extérieur, c'est déjà un groupe local. Bah si, c'est déjà un groupe local qui se développe. C'est quand même plutôt intéressant aussi qu'un groupe qui a aussi une capacité financière de rénover le lieu. Vous avez un petit peu l'état du bâtiment. Je doute malheureusement qu'une association puisse à un moment donné avoir la surface financière pour rénover un tel lieu. Donc là, on a un groupe aujourd'hui qui se propose de le faire, qui va investir, parce que c'est aussi le terme, hein, qui va investir sur ce lieu, qui va mettre de l'argent sur la rénovation et la réhabilitation d'un bâtiment qui aujourd'hui est même pas dégradé, qui est vraiment qui est plus en état aujourd'hui, de leur en mettre un état qui soit exploitable et qui puisse en effet créer de l'activité, alors économique soit, mais aussi touristique, d'attractivité. Et on est en entrée de ville. Et pour moi, ils ne sont pas sur le même créneau que ce que vous avez cité en termes d'associations. Les associations, vous avez raison, ils sont plutôt sur le collaboratif, sur du participatif. Eux auront plutôt une expression commerciale. Donc les deux clientèles existent. Vous aurez toujours la clientèle qui préfère rester sur le côté associatif et participatif et de faire vivre ces associations parce qu'ils recherchent autre chose qu'une prestation commerciale. Et eux seront sur la prestation purement commerciale. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une belle prise de risque parce que quand vous avez une prestation bénévole associative sur un public, vous ne mélangez pas les publics, ce n'est pas les mêmes publics. Donc, ça veut dire que c'est une prestation commerciale auprès de qui uniquement des touristes et d'un public qui ne va pas faire attention à ce qui se passe dans la ville. Moi, je trouve que c'est à nous de faire attention à ce qui se passe dans la ville. Et c'est ça que je regrette, c'est que dans ce genre de décision, on ne fait pas attention à ce qui se passe dans la ville. On laisse un promoteur immobilier qui va faire son boulot de promoteur immobilier et qui manifestement va très bien le faire, puisque c'est son métier, donc j'ose l'espérer. Mais par contre, l'activité loisir ou l'activité de restauration, de petite restauration, la qualité de la restauration, etc., tout ça, on n'a absolument pas la main. Donc, quand on dit ça correspond à des demandes de Fécampois, bah ouais, moi j'aimerais bien savoir quelle demande de Fécampois, pour quel type de restauration, pour quel type de coût, pour quel type d'alimentation. Ça me semble vague et ça me semble vraiment toujours dangereux en fait de décider comme ça, de laisser la main alors ok, un Fécampois. Bon, il pourrait venir de Singapour, il ferait exactement la même chose. Donc à un Fécampois, mais ça semble très très important. Voilà, mais pour autant, moi je trouve que c'est notre rôle de faire attention à la ville, aux gens qui sont dans cette ville, aux besoins des gens qui sont dans cette ville de façon précise et de mélanger les acteurs qui s'engagent. Voilà. Mélangeons les acteurs. Hein. Voilà. Vous aurez des acteurs qui sont économiques, des acteurs qui sont associatifs. Je pense que tout le monde peut y trouver sa place. Et tout le monde y trouve sa place dans cette ville. Alors, mélangeons-les. Faisons l'effort de les faire se rencontrer et de les mélanger sur ce genre de projet. Oui, je voudrais ajouter une chose. Le monde associatif, ici, est subventionné par la ville. Là, ce bâtiment
qui est vendu 50 000 €, on peut penser qu'on va faire entre 300 et 400 000 € de travaux pour le réhabiliter. Ce dont vous parlez, de mettre un bâtiment comme celui-ci à la disposition d'une association, connaissez-vous une association... Attends, je termine, s'il vous plaît. Une association qui aurait 400 000 € à investir là-dedans. On nous disait tout à l'heure que certains projets n'avancent pas assez vite à la ville. C'est un problème de moyens financiers. Il est évident que si nous avons des moyens financiers, les projets avanceraient plus vite. Et enfin, vous êtes en train de dire qu'il faudrait subventionner des associations pour qu'elles rentrent en concurrence avec une activité économique concurrentielle. Parce que la restauration, ben oui, mais la restauration, c'est une activité économique. Pourquoi une ville irait subventionner un acteur dans un domaine entièrement concurrentiel? Ça veut dire qu'il y aurait une distorsion de concurrence parce qu'on subventionnerait une activité de restauration au travers d'une association pour aller concurrencer la restauration qui est faite par des tas d'entreprises privées sur la ville de Fécamp. Donc, chacun son domaine. Il y a des activités économiques, ce sont les investisseurs qui les font, des entrepreneurs. Alors moi, je veux bien qu'il y ait de la suspicion systématique contre l'entrepreneuriat venant peut-être de gens qui n'ont jamais entrepris, mais je crois qu'à un moment, il faut aussi féliciter ceux qui investissent sur la ville de Fécamp, qui créent des emplois et qui créent de l'activité économique. Alors, c'est votre interprétation. Vous ne savez pas si j'ai... C'est pas une interprétation, c'est mon point de vue. Vous ne savez pas... Voilà, c'est votre point de vue. Vous ne savez pas si j'ai entrepris ou pas. Donc, voilà, déjà, je pense que à ce niveau-là, on pourra en parler une autre fois. La seule chose que je dis... donc je vais le redire pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je ne mets pas en concurrence, je ne dis pas qu'il faut choisir, je le dis qu'il faut que les gens se rencontrent et que c'est notre rôle à nous de faire que les différentes énergies, les différents engagements de nature différente se rencontrent sur un projet comme ça. C'est tout ce que je dis. Ok, j'entends bien. Alors, je vais compléter. Ce ne sont pas uniquement les Fécampois qui demandent ce type de service. On a un office intercommunal du tourisme qui reçoit toutes les demandes des gens qui souhaitent voir de touristes qui souhaitent un certain nombre de développements sur la ville, et ce sont aussi ces touristes qui demandent ce genre de choses. Donc on est aussi dans le développement touristique, en plus du développement économique en général, de la création d'emplois, et donc c'est pas par hasard que ce projet l'hôtelier est mis en place, c'est parce qu'il répond à une demande et des études de marché qui ont été faites par l'Office du tourisme. Je ne sais pas si vous faites partie du comité de direction de l'Office du tourisme, mais si vous y participez, vous entendrez quelles sont les demandes faites par les touristes, et cette demande en fait partie. Mais vous avez raison, ce n'est pas le sujet, puisque de toute façon, là, par exemple, quand vous dites, on va parler de guinguette, je veux dire, c'est vos mots, hein, guinguette, location de vélo. Ça fait 3 ans qu'il y a Coffee Bike à Fécamp, qui est une entrepreneuse qui a tenté de mettre en place exactement ce que les touristes attendent. Moi, du coup, je me dis, s'il y a un espace pour ça, c'est normal que notre rôle, ce soit de lui laisser une place dans cet espace ou au moins de la mettre en relation sur ce projet. Vous parlez de respect des entrepreneurs. Excusez-moi, Coffee Bike, c'est une entrepreneuse depuis plusieurs années sur ce sujet de réponse à une demande touristique. Elle se bat toute seule. Juste à côté, elle est sur la voie verte. Et du coup, là, il faudrait qu'elle disparaisse au profit de quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Absolument pas. Moi, je veux juste dire, je le répète, et après, je suis en accord avec vous, pas tellement sur le fond, mais sur la forme, que, effectivement, moi, tout ce que je veux, c'est qu'on n'oublie pas les gens qui font, et qui soient dans l'associatif ou pas, pour moi, n'a pas de raison d'être, puisque, en l'occurrence, Coffee Bike, elle ne fait pas dans l'associatif. Coffee Bike, elle a aussi ouvert des petits bureaux de cowork qu'elle essaye de vendre et qu'elle n'arrive pas à vendre. Donc voilà, moi tout ce que je dis, c'est ça. C'est quand il y a quelque chose qui arrive avec de l'argent, de l'investissement et des volontés qui sont respectables, j'estime que nous, on doit faire attention à la ville, faire attention aux gens qui s'engagent, faire attention aux gens qui font des choses et les mettre en lien avec ces investisseurs. C'est tout ce que je dis. Donc, Coffee Bike a son activité de location de vélo. Là, c'est une seconde activité de location de vélo.
Jusqu'à preuve du contraire, en France, le commerce est ouvert à la concurrence. Donc, c'est un autre débat, monsieur. Mais non, c'est pas mais c'est pas un autre débat. On peut s'arrêter là en disant qu'on est d'accord. C'est pas le rôle. Vous n'allez pas réussir à me convaincre. Il n'y a pas besoin de me convaincre. Je sais pas de vous convaincre. Je vous demande pas de me convaincre. Personne vous le demande d'ailleurs. Je vous donne simplement un autre point de vue. La concurrence, ça fait avancer les choses. Ou ça détruit le petit qui n'ont pas les moyens de résister. Alors, je réponds juste un petit peu sur les mises en relation. C'est exactement notre emploi du temps, c'est notre agenda. On fait ça au quotidien. De mettre en relation les acteurs économiques, les acteurs associatifs, mais on fait ça au quotidien. Mais c'est ça. Je veux dire, moi, dans la semaine, il ne se passe pas une journée sans que j'ai eu une réunion pour mettre en relation des investisseurs entre eux, des investisseurs des institutionnels, des investisseurs avec des associations entre elles, des associations avec les institutions. On fait que ça. Les élus, c'est ça. Bah oui, on le fait. Je me permets un point, Madame Ligaudan. Vous avez signalé que la personne qui tient Coffee Bike se bat toute seule. Non, on a suivi cet été, tout l'été et depuis assez longtemps les activités de la personne. C'est peut-être pas forcément le lieu et l'endroit de signaler l'évolution des activités de la personne qui fait un travail assez formidable sur Coffee and Bike. Et je pense qu'en fait, on a du mal à... Il y a la question de la concurrence et c'est utile. Il y a aussi un plan vélo, une stratégie cyclable qui est développée à l'agglomération et qui est en train ensuite d'être développée au sein de la commune, et c'est un point à voir en ligne de mire. C'est-à-dire l'évolution de ces activités, d'une part d'une entrepreneur qui a fait ses preuves et avec d'autres projets aussi en ligne de mire, et c'est tout l'enjeu de ce travail au niveau de la ville qui est en train de commencer et sur lequel on pourra faire d'autres points dans les prochains conseils municipaux. On va revenir au sujet qui était la cession de la gare Saint-Ouen. Oui, Madame Martin, pardon. Oui, moi j'ai cherché quand même, mais je crois que ce qu'a dit Jacques tout à l'heure est réel. Sur mairedefrance.com, il est bien écrit. Je peux vous donner la référence tout de suite, mais que par un arrêt du Conseil d'État du 11 mai 2011 pris sur ce motif, jusqu'au cours d'une même séance, un conseil municipal ne peut à la fois déclasser un bien immobilier et le vendre. Il faut 2 délibérations prises à 2 dates différentes. Et la seule exception, c'est le déclassement des voies communales. Donc je vous propose de reporter. Moi, j'ai quand même confiance à nos services quand même qui ont vérifié ce point juridique. Je ne suis pas juriste de formation, en tout cas pas professionnel en tout cas. Donc moi je fais quand même confiance à nos services. Écoutez, je vous propose de faire que le déclassement aujourd'hui. On amende la délibération, on ne fait que le déclassement aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose juste de nous arrêter au premier alinéa de la délibération. Je mets aux voix, qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Jean-Marie, la délibération suivante sur la Villa Bon Accueil. Alors, il s'agit de la résiliation du bail de longue durée qui était passé entre la ville de Fécamp et la société Bacardi pour la location de la Villa Bon Accueil. Donc, cet édifice a notamment permis d'accueillir la Maison du Tourisme et de la Communication, ainsi que l'école municipale d'art plastique, habituellement appelée EMAP, avant que cette dernière ne déménage. Depuis lors, l'édifice est désaffecté. Partant de ce constat et compte tenu du coût de son entretien et des investissements qui seraient nécessaires à la remise en exploitation de ce bâtiment, la ville de Fécamp ne souhaite pas poursuivre la location de ce bien. De son côté, la société Bacardi, consciente de l'intérêt patrimonial de ce bâtiment et de son potentiel, souhaite reprendre son bien et étudie plusieurs pistes pour son exploitation future. Les parties ont donc convenu de mettre un terme de manière anticipée au contrat de bail du 6 juillet 1990. Par ailleurs,
Eu égard à la présence de mérules constatées et traitées au sein de la Villa Bon-Accueil, des travaux de remise en état sont nécessaires. Plancher, escalier, maçonnerie, plâtre, charpente, chauffage, travaux extérieurs, peinture. Pour un montant estimé à 145 489,92 € hors taxe, à la charge de la ville de Fécamp en application du contrat de bail. Les parties ont convenu en conséquence de verser forfaitairement et libératoire d'une somme de 145 489 € pour solde de tout compte, évitant ainsi à la ville d'assurer la mise en œuvre et le suivi des travaux correspondants qui auraient entraîné de la commande publique, de l'ingénierie, du suivi de travaux. Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir approuver la résiliation du contrat de bail de longue durée du 6 juillet 1990, au titre duquel la ville de Fécamp est locataire de la Villa Bon-Accueil, cadastré section BM 92 6 113 rue Alexandre Legrand à Fécamp, propriété de la société Bacardi, d'approuver le versement forfaitaire et libératoire à la société Bacardi de la somme de 145 489 € pour solde de tout compte, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte authentique entérinant la résiliation du dit contrat de bail aux frais de la ville de Fécamp. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Alors, je n'arrivais plus à me souvenir, c'était il y a 6 ou 7 ans que l'EMAP avait déménagé, parce que depuis ce temps-là, finalement, le bâtiment est inoccupé. Moi, j'avais plusieurs questions. D'abord, est-ce que le traitement contre la mérule a été effectué? Ça, c'était la première. La deuxième, c'est pourquoi n'avoir pas résilié le bail plus tôt? Et la troisième, c'est pourquoi avoir continué à payer un loyer, chauffer, entretenir une villa, alors même qu'on parle de contrôle des dépenses publiques et depuis un an d'économie d'énergie. Alors, comme vous le savez, juridiquement, un bail engage les deux parties. À partir du moment où la société Bacardi n'était pas prête à résilier le bail, on était obligé d'assurer la part du contrat qui nous revenait, donc de continuer à payer cette location. Il se trouve que là, la société Bacardi a un intérêt aussi à résilier, donc d'un commun accord, nous prenons acte de leur envie de le faire et de nous donner la possibilité de le faire sans avoir de pénalité qui nous aurait amené à payer la location jusqu'à la date d'échéance du bail. Et pour répondre à la question, oui, la mérule a été traitée. Ils ont des projets dont ils ont fait part au Bacardi par rapport à ce bâtiment ou pas? Ils souhaitent récupérer le bâtiment pour en faire un projet. Après, je laisse la société Bacardi communiquer sur celui-ci. Nous, on se contentera de remettre à nouveau le bâtiment à la société Bacardi, donc de résilier ce bail et donc de payer l'indemnité de résiliation qui correspond à une remise en état qui nous était dévolue. C'était une obligation dans le bail de remettre en état le bâtiment. Alors moi, je vais être un peu primaire, mais pourquoi ne pas avoir mis ce temps à profit pour remettre le bâtiment en état et du coup économiser 145 000 et quelques euros? Je vous laisse le visiter, puis vous me direz à combien coûtera la remise en état. Je pense que là, la ville de Fécamp, c'est plutôt une bonne opportunité, tout comme Bacardi, parce que Bacardi va récupérer rapidement son bien, mais le bâtiment est en très mauvais état. Donc, comme Bacardi a un projet dessus, ils vont réhabiliter le bâtiment avec ce projet-là, mais le bâtiment, c'était une remise en état, ça aurait coûté beaucoup plus cher, je pense. Donc pour la ville de Fécamp, c'est un intérêt commun avec la société Bacardi. C'est pour ça que nous sommes tombés sur une indemnité et que nous sommes mis d'accord sur un montant d'indemnité. Sans dévoiler le projet, ce que je comprends, ça n'est pas à vous de le communiquer, mais est-ce que vous êtes quand même au courant si c'est un projet qui sera intéressant pour la ville de Fécamp, la bénédictine, le tourisme, etc. Oui. Il sera intéressant. Vous comprendrez que je ne peux pas communiquer plus. Donc je vous invite à en délibérer. Et je vous invite à en délibérer. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Abstention? D'accord. Merci. Reynald, concernant le rapport d'activité, le rapport de gestion de Séminor. Oui, merci David. Donc, en l'absence de notre collègue Dominique Tessier qui siège au conseil d'administration de Séminor, il me revient de présenter ces délibérations.
Donc juste une délibération, puisqu'il s'agit de l'examen du rapport de gestion 2002, qui est joint à cette délibération, un rapport assez fourni. Donc juste pour vous rappeler que la ville de Fécamp participe à hauteur de 8,33% du capital de la société Séminor, et que c'est, comme je l'ai indiqué, cette délibération a pour objet d'informer le conseil municipal sur les activités conduites par Séminor au cours de l'exercice 2022, à travers son rapport de gestion, approuvé par son Assemblée générale réunie le 20 juin 2023, lequel présente la situation financière de la société au 31 décembre 2022. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Reynald. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On en prend acte seulement ou on vote? J'ai un doute. On prend acte. Délibération suivante, Jean-Baptiste, donc délibération importante concernant la délégation de service public pour la gestion du camping. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Par délibération du 5 décembre 2022, le conseil municipal a autorisé le lancement d'une procédure de passation d'un contrat de concession de service public portant sur la gestion du camping municipal. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, à la fin de cette procédure, l'autorité exécutive de la collectivité saisit l'assemblée délibérante du choix du délégataire auquel elle a procédé en lui exposant ses motifs et présente l'économie générale du contrat de concession. À ce titre, l'autorité exécutive transmet au conseil municipal le rapport de la commission de délégation de services publics, présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celle-ci. Au terme de la procédure et des négociations, le choix s'est porté sur la société BAMO, ayant présenté une offre globale satisfaisant les critères de choix exprimés dans les règlements de la consultation, en application de l'article L. 3124-5 du Code de la commande publique, à savoir la qualité du plan de développement de l'équipement et des actions mises en œuvre pour l'augmentation des fréquentations, la qualité du plan d'investissement proposé à la ville et les moyens mis à disposition de l'entretien et maintenance du site. Aussi et surtout la qualité financière de l'offre, liée au montant des redevances fixes, la qualité du mécanisme d'intéressement de la ville, la cohérence des hypothèses retenues dans l'offre financière, en particulier les tarifs et le compte prévisionnel d'exploitation. La qualité du projet d'établissement lié à la solidité du montage contractuel et les garanties apportées à la société dédiée, la qualité de la proposition en matière de développement durable et notamment au regard des propositions et engagements reformulés par le soumissionnaire en la matière. L'économie générale du projet de contrat de concession conclu pour 4 ans et renouvelable par 2 fois pour une durée d'1 an, donc 6 ans au total éventuellement, reflète un accord équilibré entre les parties et permet à la ville ainsi qu'aux usagers du service de bénéficier d'une exploitation optimale du camping. Il intègre en particulier les enjeux qui vous étaient présentés en décembre dernier concernant la remise à niveau des équipements, mais également le maintien du transfert de risque à un exploitant extérieur tout en garantissant à la ville un niveau de redevance favorable et tenant compte des recettes d'exploitation. Le nouveau contrat prévoit le versement au profit de la ville de Fécamp d'une redevance d'occupation fixe de 120 000 €, ainsi qu'un intéressement à hauteur de 3,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe, soit un montant total estimé, alors encore une fois c'est du prévisionnel, à 154 530 € par an en moyenne. Pour mémoire, la redevance actualisée versée à la ville en application du contrat en vigueur depuis 2003 est de 29 954 € par an. Compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des documents qui vous ont été transmis, nous vous proposons de bien vouloir approuver le choix de la société BAMO en tant que concessionnaire de services publics pour la gestion du camping municipal, approuver les termes du contrat de concession de services publics et ses annexes et autoriser le maire ou son représentant à signer le dit contrat et tout document s'y rapportant. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Jean-Baptiste. Délibération importante et aujourd'hui c'est un petit peu la partie visible de l'iceberg parce que ça a nécessité énormément de travail en amont. Hein. Déjà en ton temps, Reynald, tu avais déjà bien travaillé sur ce renouvellement de délégation de services publics et moi je tiens vraiment à vous remercier tous les trois, Reynald, Jean-Baptiste et Jean-Marie aussi qui ont repris le dossier derrière avec nos services puisque c'était un travail d'analyse très fine, beaucoup de visites également sur le terrain, les rencontres avec l'ancien délégataire, le nouveau, donc c'est important et surtout ce qui est important c'est qu'on s'est fait accompagner aussi d'une expertise d'une AMO pour pouvoir aussi être en position de négocier.
On sait toujours, on voit bien la disparité entre l'ancienne redevance et la nouvelle, c'est qu'une collectivité seule n'a pas l'expertise pour pouvoir négocier face à des groupes commerciaux et qu'il faut aussi se faire accompagner, et c'est aussi la stratégie que nous avons faite. Alors ça prend toujours un peu plus de temps, ça c'est vrai, hein. J'avais entendu il y a quelques séances de cela des débats sur la fameuse délégation de service public, mais c'est important aussi de se faire accompagner, de prendre le temps justement pour pouvoir négocier de manière équilibrée, hein. Le but c'est pas de dire on va gagner plus ou moins, c'est juste que la relation soit équilibrée entre d'un côté la ville de Fécamp qui va percevoir une redevance digne de ce nom cette fois, et de l'autre côté un exploitant qui va juste pouvoir exploiter et avoir une activité commerciale qui lui permettra de faire prospérer son entreprise. Relation équilibrée, c'est le maître mot en tout cas de cette délibération. Je vous invite à en délibérer. Je vous remercie. Et effectivement, j'imagine très bien que le travail est conséquent à la fois du côté des services mais aussi des élus. Je vous remercie pour cette présentation très claire. Et effectivement, je salue aussi la qualité des documents qui nous ont été transmis, la qualité des informations et l'effort de transparence qui a été le vôtre. Malgré tout, cette délibération nous pose plusieurs problèmes. Alors, le premier et non des moindres, c'est l'absence réelle de choix du délégataire, puisqu'il n'y a eu en fait qu'une seule proposition. Donc, comme M. Demondion nous le vantait tout à l'heure, la concurrence, c'est vrai que si on fait le choix d'une délégation de services publics au marché, on fait normalement appliquer les règles de la concurrence. En tout cas, c'est ce qu'on vise pour atteindre l'efficacité. Et finalement, le marché n'aura pas réussi à nous donner cette multiplicité des offres sur lesquelles nous pourrions en tout cas délibérer. Le choix a donc été contraint et on peut s'interroger sur... parce que c'est un site remarquable, parce que l'hôtellerie de plein air est une activité qui est plutôt en forte croissance, on peut s'interroger sur le fait que nous n'ayons reçu qu'une seule proposition. Nous formulons l'hypothèse que peut-être que l'aménagement à venir du front de mer n'est pas complètement sécurisé pour les entreprises, que le projet de délocalisation du casino, dont on ne sait ce que ce bâtiment va devenir, ne rassure pas forcément les investisseurs. Peut-être que le contexte n'est pas propice à formuler des offres malgré la qualité du site naturel que l'on connaît. Deuxième remarque, et ça pour le coup, je vous remercie de la transparence, mais l'entreprise donc a déposé un premier projet en mai qui n'a pas été retenu, qui a même été jugé insatisfaisant si on synthétise la note sur les 4 critères puisqu'elle n'atteint pas la moyenne. Autre projet donc qui a été déposé quelques mois plus tard, exactement 3 mois plus tard, ce qui est quand même relativement court au regard de toutes les critiques qui avaient été formulées, et notamment celles portant sur la qualité de l'offre financière, l'aspect contractuel qui était manquant, etc. Donc, le deuxième dossier a été jugé tout à fait recevable, notamment en raison de cette redevance dont, effectivement, vous pouvez espérer une plus grande ressource. Néanmoins, quand vous notez dans la délibération que c'est aussi en vertu de la qualité en termes de développement durable, on ne peut pas s'inscrire en faux quand même, puisque développement durable est jugé à 4 sur 10. Donc on ne peut pas juger que c'est satisfaisant. D'ailleurs, ça n'est pas ce que dit le document. Le document dit que c'est en dessous des attentes et non pas satisfaisant. Alors 4 sur 10, là, il n'y a eu aucune amélioration. Entre le projet de mai et le projet d'août, il n'y a pas d'amélioration. Et d'ailleurs, il est jugé à 4 sur 10, mais en fait, sauf à ce qu'on ait loupé des infos, mais il y a des produits locaux. Bon. Et puis on va former le personnel. Donc ça doit être l'aspect RSE du développement durable, mais bon, c'est quand même assez court. Rien sur l'eau. Enfin, nous, on n'a rien trouvé, mais peut-être que vous avez des informations à nous communiquer. Or, la gestion de l'eau, c'est quand même un enjeu majeur sur notre territoire comme sur d'autres. On sait que les campings, c'est aussi évidemment des activités qui vont être très consommatrices d'eau. Et là, on n'a rien sur la gestion et la préservation de la ressource.
Alors pour un territoire qui ambitionne un tourisme vert, un tourisme durable, dont vous communiquez dessus, et on est d'accord avec vous pour avoir cette orientation, là on est quand même assez déçus du résultat. Bon, puis enfin, la dernière remarque, elle porte sur les aspects contractuels. La délégation de service public, de notre point de vue, elle n'apporte pas toutes les garanties de réalisation ex post du contrat. Et on l'a vu avec le précédent délégataire, avec les problèmes occasionnés, l'état dans lequel il a laissé notre équipement municipal. La gestion de ce contrat, c'est compliqué en DSP. Donc, on est bien obligé de croire sur pièce et ex ante, mais en fait, rien ne garantit que ces investissements, que ce projet qui est noté comme ambitieux en termes d'investissement, sera vraiment réalisé. Donc, entre une seule proposition, donc pas de concurrence, une note en développement durable qui est quand même médiocre et aucune certitude quant à la résolution réelle du contrat, et en tout cas de son suivi et de sa gestion, nous, on votera contre cette délibération. Et ce qu'on appelle plutôt de nos voeux, c'est la reprise en régie. Ça se fait dans beaucoup de territoires. Certes, ça demande un investissement conséquent pour remettre l'équipement en état de fonctionnement, mais c'est aussi un personnel municipal qui pourrait être mobilisé et généralement qui apprécie d'être dans des campings municipaux. Enfin, en ayant fait le tour un petit peu de communes qui ont encore un camping municipal, n'ont pas de problème de personnel. Et puis surtout, si on attend tant de ressources, tant de recettes, eh bien finalement, si c'est une activité rentable, pourquoi ne pas la gérer nous-mêmes ? Donc je vais laisser la parole, bien entendu, à Jean-Marie et Jean-Baptiste qui ont suivi la négociation, parce que c'était le terme. Juste revenir sur le dernier point. Pourquoi ne pas revenir au régime municipal ? Tout simplement parce que ce n'est pas le cœur de métier d'une municipalité. Le cœur de métier d'une municipalité, c'est le service public. Est-ce qu'aujourd'hui, un camping municipal est un service public ? Ça, c'est toujours le débat qu'on aura. On peut se coucher très tard et on n'aura pas répondu à la question l'un et l'autre. Mais en effet, de notre point de vue, ce n'est pas le cœur de métier d'une ville, d'une municipalité, que de gérer un camping municipal. Pour être moi-même usager de camping régulièrement pendant les vacances, que j'aime beaucoup l'hôtellerie de plein air aussi, on dort sous tente, c'est l'hôtellerie de plein air, ça fait plus chic. Mais moi, j'aime beaucoup dormir sous tente aussi, c'est différent. Tous les campings que je fréquente l'été, pendant les vacances, il n'y en a aucun qui est municipal, aucun. Et pourtant, je voyage pas mal en France, j'aime beaucoup ça. Il n'y en a aucun. Tout est exploité par des sociétés, par des entreprises. Même si le terrain est municipal, même si il y a des délégations, il n'y en a aucun. Je veux dire, maintenant, la campagne municipale, les municipaux sont vraiment très très rares en France. Et ça, on peut les compter, en proportion. Donc, c'est pas raisonnable aujourd'hui de se relancer sur une gestion municipale, sachant qu'on n'a pas le savoir-faire. Ça faudrait recréer à nouveau le savoir-faire et on l'exploitera jamais aussi bien que ne pourrait le faire une entreprise commerciale. Le mieux, c'est en effet d'avoir une relation équilibrée, contractuelle, avec une entreprise pour qui c'est le cœur de métier, qui sait le faire, ça. Voilà, c'est mon point de vue, encore une fois, et je laisse la parole à Jean-Marie. Vous avez parlé de non-mise en concurrence. C'est faux. Le fait de lancer... Si. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de concurrence. Je suis désolé, mais à partir du moment où n'importe quelle société pouvait répondre, c'est une mise en concurrence. Après, que les entreprises répondent ou ne répondent pas, c'est leur problème. Ils font leur étude de marché. Il se trouve que ce marché a la particularité d'être établi sur 4 ans. Or, les sociétés habituelles qui s'occupent de camping aiment avoir des DSP qui sont très longues. D'ailleurs, des prédécesseurs avaient signé cette DSP pour plus de 20 ans, à des conditions, vous avez pu le lire, un peu bizarroïdes, parce qu'à l'époque, à 20 000 € par an, c'était un peu spécial. Donc là, c'est une réelle mise en concurrence. On a énormément travaillé sur les conditions de passation de ce marché avec des obligations données à l'exploitant qui, effectivement, sont des contraintes
et qui ont pu faire renoncer notamment l'ancien exploitant avec lequel on a des différends à régler. Donc la mise en concurrence, elle a eu lieu. Après, la raison pour laquelle des entreprises nationales qui exploitent plusieurs campings ne répondent pas, c'est que la durée est trop courte pour eux. Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait que ce soit plutôt des locaux qui travaillent sur des projets Fécampois. Là, il se trouve en plus que c'est une entreprise fécampoise qui reprend l'exploitation, alors que les anciens étaient venus de je ne sais plus où, mais pas de Fécamp en tous les cas. Le suivi, vous nous dites qu'on risque de ne pas suivre le respect des engagements du concessionnaire. C'est la raison pour laquelle l'AMO qu'on a pris, avec laquelle on a travaillé pour établir ce cahier des charges, va être en charge du suivi de cette DSP et du contrôle du respect de ce qui est dedans. Et ça conditionne un renouvellement, enfin même pas un renouvellement, une prolongation de 2 ans qui est optionnelle. Évidemment, si l'exploitant ne répondait pas à l'ensemble de ses obligations, il n'y aurait pas de renouvellement. Donc, oui, non mais, voilà, c'est... Après, quand on parle de service public pour un camping, mais service public des Fécampois, ce n'est pas les Fécampois qui vont au camping. Les touristes, ils ne viennent pas de Fécamp. Donc, ce n'est pas un service public offert aux Fécampois. Aux Fécampois, là, au contraire, on va alimenter notre budget en ayant des ressources qui sont 5 ou 6 fois plus importantes que ce qu'il y avait précédemment. C'est une façon de servir les Fécampois et de travailler sur d'autres dossiers avec ces rentrées d'argent supplémentaires. Donc voilà, c'est en tous les cas les quelques points que je voulais préciser. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Non, mais je me permets juste de rebondir. Effectivement, en gros, vous m'expliquez que ça ne peut pas être pris en régie parce que d'une part, c'est un service public qui ne serait pas pour les Fécampois. Non, mais quand on a voulu faire de Fécamp une ville touristique et qu'on en fait un levier économique important, on peut avoir à un moment l'idée qu'on va maîtriser le développement touristique, en tout cas sur une trajectoire qui n'est pas aujourd'hui complètement aboutie de développement durable et de tourisme vert, pour donner une orientation, quitte à derrière déléguer dans un deuxième temps. Vous me dites on ne sait pas faire et on va déléguer à quelqu'un dont c'est le métier. Ce n'est pas rassurant parce que si j'ai bien lu le dossier, ce n'est pas quelqu'un du métier. Donc, de l'hôtellerie de plein air... Vous lui direz qu'il n'est pas du métier alors qu'il a exploité un hôtel pendant des années. Un hôtel et un camping, c'est pas la même chose. Je parle du métier du tourisme. Ah non, mais moi je vous parle de l'hôtellerie de plein air. C'est pour ça que j'ai bien cadré hôtellerie de plein air. Ce n'est pas un professionnel des campings. Moi j'ai juste une petite question à vous poser, c'est... Pourquoi, à l'époque, n'avez-vous pas ouvert le camping en régie? Puisque vous nous reprochez de ne pas le faire, il fallait le faire vous-même à l'époque. Mais bien sûr. Moi, je voudrais vous féliciter vraiment parce qu'on sait à quel point ça a été compliqué, justement, ces dernières années, avec une durée de contrat qui était extrêmement longue, des contraintes, des investissements qui n'ont jamais été faits parce qu'en effet, il n'y avait pas de suivi de la délégation de service public, qu'en interne, nous le savons, au regard de toutes nos activités, eh bien, nous n'avions pas non plus cette capacité, sauf à chercher, à recruter une personne qui aurait pu le faire. Donc moi, je me réjouis que ce soit l'aboutissement eh bien, d'un long travail. Et puis, au fond, j'ai l'impression que tout le monde dit un peu la même chose, puisque la durée, c'est 4 ans. Donc, on est déjà quasiment dans la préparation de l'après et des exigences qu'il pourra y avoir et qui pourront, peut-être à cette occasion, être peut-être plus exigeantes, avoir un appel à projet, peut-être d'aller chercher d'autres opérateurs. Peut-être juste un petit mot sur ce que vous avez indiqué,
sur les craintes qu'auraient pu avoir peut-être d'autres opérateurs au regard du casino en bas et des incertitudes. J'y crois pas beaucoup parce que, en fait, on ne peut pas se dire que, par exemple, on va construire un immeuble de 12 étages devant et qu'on n'aura plus la vue. Or, on sait que ce lieu, il est avant tout lié à cette vue que nous avons sur notre plage, sur notre ville, qui est extraordinaire, parce qu'il y a quand même peu d'endroits en France où on maintient un camping, et ça, c'était une volonté collective que nous avions, de maintenir ce lieu, puisque nous ne pourrons pas, et c'est bien la raison pour laquelle le casino, il a été décidé de le déménager, c'est que nous ne pourrons pas faire 1 mètre carré supplémentaire sur cet espace. Donc la crainte qu'aujourd'hui, il puisse y avoir une activité qui générerait des constructions et qui priverait de vue les personnes qui y viendraient, je pense que ce n'est pas très crédible. C'est probablement, en effet, ce qui vous a été indiqué, la durée très courte qui fait que, en effet, les opérateurs ne peuvent pas se projeter en se disant on fera des investissements qui permettront de monter en gamme, ce qu'ils cherchent en général à faire systématiquement. En tous les cas, bravo. J'ajouterais une chose. Dans la durée de 4 ans, il y a aussi le fait qu'on voit une évolution du marché touristique sur Fécamp. Il y a une évolution de la demande touristique. Hein. On va avoir l'hôtel Thalasso qui, je l'espère, démarrera dans 1 an, on va dire. On a l'hôtel Normandie qui va offrir aussi une capacité hôtelière digne de ce nom, dans une catégorie d'hôtels intéressante. Et peut-être d'autres projets de développement touristique à venir. Et donc, ces 4 ans vont nous permettre de mieux observer le marché et de voir, à l'issue des 4 ans, quelle est la meilleure orientation pour venir compléter l'offre touristique privée, on va dire, puisque ce sont des investisseurs privés, que ce soit de l'hôtellerie ou ailleurs, et de manière à peut-être venir compléter des offres touristiques avec un autre projet qui pourra éclore à l'issue de ces 4 ans. Donc il y a aussi une observation du marché et de l'évolution du tourisme. Merci. Donc, on rappelait quand même que nous passons d'une redevance annuelle de 29 000 euros à 154 000 euros. Donc, en effet, ce n'est pas négligeable pour les finances de la ville. Et je pense que l'argument que tu as employé, Jean-Marie, était vraiment le bon, dans le sens où ce sont des ressources supplémentaires pour alimenter nos services publics municipaux. Et encore une fois, relation un peu plus équilibrée qu'elle l'était jusqu'à présent. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Patrice, concernant donc les versements de subventions municipales à la maison de justice et du droit. Oui, merci David. Afin de donner un accès au service public de la justice et du droit, la ville de Fécamp assure et finance la mise en place de permanences associatives au sein de la maison de justice et du droit. Pour la période de janvier à avril 2023, il s'agit de verser des crédits de 487,92 € à l'ADIL, Agence départementale d'information au logement, 960 € pour l'aide aux victimes par la réparation et l'entraide 76, 1440 € au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles et 553,49 € à l'Ordre des avocats au barreau du Havre. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Patrice. Donc délibération assez récurrente. Donc est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Stéphanie, concernant les bourses d'encouragement de la Fondation Jacqueline Desportes. Oui, délibération habituelle également qui concerne donc le legs de mademoiselle Thérèse Desportes à la ville de Fécamp d'une somme de 580 000 € dont elle souhaitait voir les revenus annuels consacrés à l'attribution de bourses d'études destinées à venir en aide à des jeunes fécampois.
Conformément à ce vœu, un crédit de 5 000 € peut être affecté cette année aux bourses d'encouragement destinées donc à de jeunes fécampois méritants. Ces bourses sont attribuées sur proposition des chefs d'établissement à de jeunes étudiants issus de milieux modestes ayant réussi avec succès un examen et souhaitant poursuivre leurs études. En conséquence, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir fixer à 5 000 € le montant total des crédits affectés pour l'année scolaire 2023-2024 aux bourses d'encouragement de la Fondation Jacqueline Desportes et donc attribuer 10 bourses de 500 € réparties entre 400 € en virement bancaire et 100 € en bon d'achat à valoir dans nos 2 librairies fécampoises à des jeunes étudiants fécampois méritants. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Jean-Marie, concernant la constitution de servitude de passage avec la société Enedis. Afin de permettre l'enfouissement du réseau basse tension aérien du parking de la Mature dans le cadre de l'implantation de la base vie du chantier du casino et dans la perspective de l'aménagement futur du site, Enedis doit modifier les ouvrages en posant une ligne souterraine basse tension sur environ 60 mètres sur la parcelle cadastrée section BI numéro 197 parking de la Nature dans la ville de Fécamp et propriétaire. 2 conventions de servitude doivent donc être passées entre la ville de Fécamp et Enedis. Cette constitution de servitude consentie à titre gracieux par la ville de Fécamp reconnaît à Enedis les droits suivants: établir à demeure sur une bande de 3 mètres de large une canalisation souterraine sur une longueur d'environ 60 mètres ainsi que ses accessoires dont un poteau béton. Établir si besoin des bornes de repérage, effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou dessouchage de toute plantation, il n'y en a pas tellement d'ailleurs, branche ou arbre, je passe, utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins et services publics de la distribution d'électricité, renforcement, raccordement, etc. Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. Enedis veille à laisser la parcelle concernée dans un état similaire à celui qui existait avant son intervention au titre des présentes. La ville conserve la propriété et la jouissance de la parcelle. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir consentir à la constitution des servitudes de passage au profit d'Enedis permettant la pose d'une ligne électrique souterraine d'environ 60 mètres sur la parcelle dont on a parlé, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents permettant la création de cette servitude et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à réitérer cet engagement par acte authentique aux frais d'Enedis. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Rénal, concernant les lauréats de la bourse au permis. Oui, donc chaque année, nous avons 2 délibérations. Donc nous sommes sur la 2e. Pour rappel, il s'agit de l'ouverture de 15 bourses au permis à hauteur de 1 000 € pour un financement d'une formation permis de conduire, en contrepartie de 80 heures de travail bénévole au sein des services de la ville de Fécamp ou du CCAS. Rappelez qu'il s'agit d'un atout majeur pour les personnes en recherche d'emploi. Donc, rappelez les conditions, les critères. Également la commission, puisque la commission est composée du BME, de Pôle emploi, de la mission locale, du CCAS, de l'EPMS, du département et de Cap emploi. Donc, c'est d'édition collégiale. Donc, rappelez les critères. Donc, l'accès à l'emploi, l'absence de permis de conduire doit être identifiée comme un frein à l'emploi, l'insertion sociale et l'engagement citoyen. Donc, vous avez à la délibération les 15 candidats retenus, également 3 candidats supplémentaires en cas de désistement. Vous êtes invités à en délibérer. Merci Rénal. Donc délibération toujours intéressante et importante puisque nous permettons quand même à des Fécampois de pouvoir accéder au permis de conduire en sachant que bien souvent c'est le dernier frein à un retour à l'emploi pour certains ou à la formation. Donc il y a en effet une proposition qui vous est faite ce soir de nom de manière collégiale puisque nous associons bien sûr d'autres organismes que la ville de Fécamp, même si la ville de Fécamp est le seul financeur de cette bourse au permis. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Non. Oui. Alors, je vais un peu chipoter sur les mots, mais pour moi, c'est plus une aide qu'une bourse. Je m'explique. Vous demandez 80 heures de bénévolat. Voilà. Donc, c'est plafonné à 1 000 €. J'ai regardé un peu les tarifs. Je suis un peu dedans aussi personnellement, mais c'est un peu plus que ça pour un permis en boîte manuelle.
Voilà. Le montant alloué ne permet donc pas de financer la totalité du permis, ni peut-être les quelques heures de conduite qui pourraient être nécessaires à un jeune permis. Donc je pense que les personnes mettent l'argent derrière aussi pour payer la note, enfin pour payer le permis, parce que c'est plus que 1 000 €. Je voulais savoir aussi comment ça se passe en cas d'échec, comment ça se passe, et puis est-ce que la ville ne pourrait pas être plus généreuse en précisant, je ne sais pas, que le forfait comprend 2 passages de présentation aux examens en cas d'échec, par exemple, ou bien voilà, un peu plus de bienveillance, ce serait peut-être bien aussi. Donc est-ce qu'on ne peut pas augmenter le montant? Moi, j'ai fait le calcul, hein, je prends 80, je vais finir mon idée, mais 80 heures de travail à 10 €, ça fait 800 €, finalement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis on peut peut-être être plus généreux aussi. J'entends le terme de bienveillance, c'est ça qui m'a fait bondir. Excusez-moi, je trouve que le terme est un petit peu dur, en indiquant qu'on manquerait peut-être de bienveillance vis-à-vis de personnes. Le dispositif, c'est un accompagnement. Le dispositif, c'est pas de se substituer non plus intégralement. Une participation de 1 000 € c'est le permis de base. C'est le permis de base. Voilà. Donc je pense qu'en effet, avec l'inflation, les tarifs augmentent un peu et on revisera sans doute le montant. Mais l'idée, c'était d'avoir le permis de base pour les personnes. C'est un accompagnement. C'est pas de payer intégralement un permis de conduire sans autre retour. On a demandé aussi un engagement citoyen. Les 80 heures de bénévolat, ils sont là. Je dirais qu'ils sont plutôt souples dans leur application. La priorité reste bien sûr la formation de la personne si c'est un jeune, ou même en reconversion, ou bien un emploi, parce que certains sont déjà aussi en situation d'emploi, peut-être parfois même d'emploi un peu précaire. Donc le but, c'est pas du tout de les embêter à ce niveau-là. Donc l'application des 80 heures est très souple dans l'emploi du temps et aussi dans les tâches qui sont confiées. Donc c'est aussi ça, c'est comme ça qu'on mesure l'engagement citoyen. D'ailleurs, il ne se fait pas qu'au sein des services de la ville, il peut se faire aussi au sein d'associations, il peut se faire aussi au sein du CCAS. Donc c'est vraiment ça qu'on mesure. Et moi, on estime en effet qu'on doit avoir cet engagement citoyen pour bénéficier en effet d'un accompagnement de la collectivité. Alors, le succès, il est là, hein. Très clairement. Là, on sélectionne 15 noms. De mémoire, je ne sais plus combien il y a... Voilà, 44 personnes. Donc on voit bien quand même que la demande, elle est là et que derrière, si on met plus de moyens aussi, c'est peut-être aussi moins de noms. Donc on fait aussi le choix d'avoir le permis de base pour pouvoir permettre aussi au maximum de personnes, de jeunes ou de moins jeunes, de pouvoir passer ce permis. Ensuite, vous parlez d'échecs. Il faut savoir, c'est qu'il y a un test. Un test de positionnement également qui est fait par les auto-écoles pour voir aussi si la personne relève bien d'un dispositif classique ou bien s'il y a un accompagnement particulier. Pour voir aussi des personnes en situation de handicap, puisqu'il faut un apprentissage particulier accompagnant. Il y a une auto-école à Fécamp qui le font, hein. Il y a l'apprentissage inclusif. Ou bien ça peut être aussi un apprentissage différencié, un apprentissage social aussi. Donc il y a un accompagnement social qui se fait. Et là, pour cela, il y a aussi d'autres dispositifs. Là, nous, on reste sur un dispositif purement municipal qu'on a choisi ensemble. Et le critère, c'était vraiment le retour à l'emploi ou à l'accès à la formation. Quand le permis de conduire fait défaut, on n'arrive pas à retrouver un emploi. Souvent, le profil type, et ça, on l'a eu même au sein de nos services, hein, d'un jeune qui a été formé en apprentissage dans nos services, en espace vert, qui était très très bon. Il n'avait pas le permis de conduire, il n'arrivait pas à trouver de job. Alors qu'il était formé, qu'il était motivé, qu'il avait toutes les qualités pour cela, et il ne trouvait pas d'emploi durable, tout simplement parce qu'il n'avait pas le permis de conduire. Donc c'est toujours cet exemple-là que je reprends, parce que c'est à ce public-là que nous destinons notre bourse au permis. Mais en tout cas, pour la revalorisation, en effet, on s'est déjà interrogé, puisque les tarifs ont augmenté ces derniers mois, et non pas ces dernières années, mais derniers mois en effet. Oui, ça a augmenté. Après, attention, je ne critique pas le dispositif, hein. Je demande même d'aller plus loin. Quand je parle d'échec, je suis sûre qu'autour de cette table, il y a un certain nombre de personnes qui ont échoué à leur permis. Ça arrive à tout le monde et c'est pas grave. Enfin, voilà. Là, vous nous rappelez des mauvais souvenirs, c'est pas très sympa voilà. Quand même. Non, mais voilà. Après, est-ce que les 15 personnes ont tous le permis à l'issue du dispositif ou pas? Est-ce qu'il y a de l'échec? Ce serait intéressant aussi qu'on le sache. Je dirais que c'est même pas que de l'échec, c'est de l'abandon. Ou de l'abandon. C'est ça qui est encore plus dur. C'est souvent des personnes qui se découragent. Quand je parle d'un accompagnement, c'est vraiment à tous les niveaux. Le permis, c'est qu'un outil finalement, hein. L'accompagnement, des fois, il est bien autre. L'accompagnement qui peut être en effet professionnel, un accompagnement social également. Nous avons une auto-école sociale à Fécamp quand même avec Actif Insertion. Donc nous avons cette chance d'avoir différents publics. Et ce qui est important, c'est de pouvoir aussi de les identifier et de les orienter au bon endroit. En effet,
des personnes qui relèveraient de ces dispositifs-là, à qui on accorderait une bourse ce soir, elle sera en situation d'échec. Alors déjà, je pense que dans la vie professionnelle, c'était déjà compliqué. Si en plus de ça, on lui remet la pression de l'échec sur un dispositif qui n'y est pas adapté, on serait à côté de l'objectif qu'on s'était fixé. Donc là, on est vraiment sur les personnes qui ont déjà une évaluation, qui sont en capacité d'avoir un permis de manière rapide et normale, sans adaptation particulière. Donc c'est pour ça qu'on propose ces noms-là. Et la sélection se fait, je veux dire, en plus de manière collégiale. Hein. Elle ne se fait pas que par des services de la ville. Moi, au final, je fais que signer à la fin mon approbation pour vous présenter cette délibération ce soir. Hein. Vous avez en effet la mission locale, vous avez Pôle emploi, vous avez Cap emploi aussi qui est dedans, tout simplement pour pouvoir avoir l'argent, parce que c'est de l'argent quand même que nous mettons, la qualité met de l'argent sur ce dispositif, soit vraiment le plus efficient possible et que ces personnes-là sont en situation de réussite. Après, on est tout à fait d'accord pour dire que c'est un dispositif qui est tout à fait louable. Enfin, voilà. Attention. Juste pour rappeler l'histoire, c'était même nos prédécesseurs qui l'avaient mis en place, alors sur d'autres critères, mais cette histoire de bourse avait déjà été mise en place. Nous, la chose que nous avons fait en 2014, c'était plutôt de coloriser sur l'accès à l'emploi ou à la formation, et surtout de dire que ce n'était pas gratuit. Il fallait qu'en échange, il y ait un engagement citoyen des 80 heures de bénévolat. Donc c'est la différence qu'on avait entre le dispositif qui avait été mis en place par l'équipe précédente et le dispositif que nous avions mis en place. Et le nombre aussi, puisque nous sommes passés à un volume quand même de 30 lauréats par an. Donc bien sûr, on vote pour, mais on espère que l'année prochaine, ce soit augmenté. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La prochaine, c'est moi. Concernant le fonds d'aide à la rénovation des façades et des vitrines commerciales, vous vous rappelez que nous avions voté le 3 avril dernier une délibération dans le cadre de pouvoir se substituer à feu le dispositif FISAC. Vous vous rappelez du dispositif FISAC, qui était un dispositif de l'État, pour lequel la ville aussi participait, parce que c'était conjointement à la ville, pour la rénovation des commerces et l'aménagement des commerces, notamment en termes d'accessibilité, par exemple. Donc le dispositif FISAC s'étant éteint, la ville a décidé de continuer sa participation et avait, le 3 avril, proposé une délibération qui avait été adoptée pour notamment aider à pouvoir améliorer les façades et les vitrines. Donc je me rappelle qu'il y avait eu un petit peu de polémique autour de cette délibération. On se demandait si c'était efficace ou pas. Ce soir, on vous propose des candidats, des entreprises, des commerces Fécampois, qui ont décidé de se saisir du dispositif. Et quand vous voyez le nombre, je suis plutôt assez satisfait de voir qu'on a répondu à une attente de commerçants. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un effet de levier. Parce que, en effet, la subvention de la ville, elle est ce qu'elle est, mais surtout, derrière, il y a de l'investissement. C'est-à-dire que les commerçants investissent aussi sur leur magasin, sur leur devanture. Et donc, l'intérêt pour la ville, c'est bien sûr de pouvoir avoir une visibilité plus importante aussi pour nos commerces de quartier et de centre-ville. Donc, je vous laisse prendre connaissance des entreprises et des commerces qui ont sollicité ce dispositif. Et on peut que se féliciter, en effet, qu'ils se soient approprié le principe. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Je n'en vois pas. Donc, remercier bien sûr le service attractivité de la ville de Fécamp et surtout notre collègue Elisa Cavelier, qui a pu réussir aussi à convaincre par sa proximité beaucoup de commerçants de se saisir de ce dispositif. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Pierre, concernant la tarification relative à des tournages d'œuvres audiovisuelles, bien préciser ce que c'est pour pas qu'il y ait de confusion par rapport à des Fécampois qui aiment prendre des photos. Oui, tout à fait. Donc, on est de plus en plus sollicité, la ville de Fécamp, pour être le lieu de tournage ou de prise de vue, que ce soit pour des films, des publicités ou des séries. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas de tarification à Fécamp. Beaucoup de communes en ont, on n'en avait pas. Donc, je viens vous présenter un projet de tarification. Donc, on en a débattu déjà en commission ensemble. Mais on vous refixe le cadre global. Tout tournage d'œuvres audiovisuelles ou de prise de vue est soumis à une autorisation de la ville, quelle que soit la ville dans laquelle ça se passe. Le domaine public ou privé communal comprend tous les biens appartenant à la ville. Sont concernées toutes les prises de vue réalisées, qu'elles soient prises sur terre, sur mer ou dans les airs. Donc on commence à travailler avec les drones. L'autorisation est toujours soumise à une étude de faisabilité et les tarifs d'utilisation du domaine public ou privé et l'utilisation d'images de Fécamp sont établis
par le conseil municipal, c'est ce que je vous propose ce soir, en fonction du type de tournage ou prise de vue des lieux retenus, des moyens mis en œuvre, de la durée du tournage, de la période et du type d'occupation. Sont concernés en revanche uniquement les tournages d'œuvres audiovisuelles et prises de vue à but lucratif, films, séries et publicités. L'exception concerne l'utilisation du domaine public ou privé et de l'image de Fécamp dans le cas de tournage ou prise de vue effectuée par des élèves, des étudiants d'établissements d'enseignement. Tout ça est autorisé à titre gratuit, sous réserve bien sûr d'un engagement à mentionner, remerciement à la commune de Fécamp au générique. Alors, les voies sont ouvertes à la circulation. Certaines voies, parfois, sont touchées par ces prises de vue. Donc, on a besoin, là aussi, peut-être d'émettre des arrêtés permanents, enfin temporaires, pour permettre la production de ces images. On demande également aux gens qui produisent ces images de remercier la ville de Fécamp dans leur générique. Les conditions de tournage et de prise de vue sont définies dans un formulaire que reçoivent les gens qui le demandent. Elles doivent notamment permettre de tenir compte des contraintes existantes relatives aux lieux concernés, la gestion des nuisances potentielles notamment et les enjeux environnementaux. On arrive aux tarifications. Vous avez une grille avec les tarifications concernant la commune de Fécamp pour les prises de vue, que ce soit hôtel de ville, abbatiale, etc., etc. Et on a également, alors on vous dit que c'est à la journée, il y a un tarif qui est 20% du tarif journalier en cas d'utilisation à l'heure. Et on a également noté le coût des agents municipaux, quelle que soit leur catégorie ou leur spécificité. Tout est également prévu. Il y aura également une tarification différente pour la haute saison. Entre le 15 juin et le 15 septembre, ces tarifs pourraient être augmentés de 25%. Et pour les tournages qui déclarent une empreinte carbone et qui justifient de mesures éco-responsables, qui seront jugées satisfaisantes, une minoration de 20% sera appliquée au tarif ci-dessus. Donc je vous propose maintenant d'en discuter et d'en délibérer. Merci Pierre. C'est très intéressant. Je vous donne la parole tout de suite, Mme Ligodan. Très intéressant parce que en effet, nous sommes de plus en plus sollicités. Et ça, c'est vraiment aussi une preuve de l'attractivité de notre ville, que ce soit en effet pour des publicités. Nous avons eu une grande marque de la mode qui a fait son spot à Fécamp, son spot publicitaire tourné à Fécamp et qui est diffusé dans le monde entier, parce que ce sont des spots à l'international. Nous avons aussi une série qui va se tourner à Fécamp ces prochaines semaines, qui a même déjà commencé, qui se tourne. Donc une série qui sera diffusée sur une grande chaîne nationale en 6 épisodes, je ne vais pas spoiler, mais qui est très intéressante parce qu'il s'agira d'un thriller. Donc bref, nous avons quand même cette chance d'avoir en effet un intérêt pour le monde audiovisuel. Donc voilà, pour s'en féliciter. Madame Ligodan. Moi, je voulais juste poser la question. Est-ce que, parce que je trouve que ça pourrait être normal de l'inscrire, quand c'est à but non lucratif, par exemple par des associations, pour des activités, etc., ou pour des collectifs, même dans un cadre militant, de penser à remercier, enfin voilà, à ajouter la même mention, quoi. Ça pourrait être inscrit en plus. On leur glissera dans l'oreille quand voilà. Ils demanderont le formulaire, on le mettra sur le formulaire qu'on peut dire merci à la ville de Fécamp. Oui, tout à fait. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La dernière n'est pas une délibération, mais une communication de toutes les décisions qui ont été prises en vertu des délégations que le conseil municipal m'a accordées. Donc je me tiens à votre disposition s'il y a des éléments. Prochain conseil municipal, c'est le 11 décembre, c'est ça? Donc prochain conseil municipal, le 11 décembre à 18h30, dans ce même lieu. Merci beaucoup, bonne soirée, et n'hésitez pas à monter au 2e étage pour ceux qui voudraient nous rejoindre.